RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info ce soir avec deux thèmes, deux invités et pas n'importe lesquels. Ça fait plaisir donc de les recevoir ce soir sur le rendez-vous de l'info. Le premier invité, le docteur Roger Pradino, dermatologue à la retraite, qui viendra nous raconter ses vies à Jean Martial. Ça sera l'occasion aussi à Jean Martial d'une discussion avec vous, puisque vous serez invité lors d'une belle conférence, mais vie à Jean Martial. Le docteur Roger Pradino viendra nous en dire un petit peu plus sur le plateau d'ici quelques minutes. Et puis deuxième invité, Catherine Lepelletier, littérature et société, la Guyane, beaucoup de choses autour des auteurs guyanais, justement, jusqu'à aujourd'hui. Et on va, comme ça, relater quelques auteurs guyanais que vous connaissez et d'autres que vous allez sûrement découvrir. En tout cas, c'est le cas en ce qui nous concerne, ici sur le plateau. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Vanessa qui fait des selfies quasiment tous les soirs. Franchement. Non, franchement, c'est vrai. Alors, ce soir, vous allez nous dire qu'il y a des selfies qui sont dangereux, c'est ça? Voilà, exactement. Ça sera le thème de la chronique de Vanessa ce soir. Le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal, tout en images. Des images de ce matin devant le tribunal de grande instance de Cayenne. Suite à l'agression des officiers de police samedi, l'enquête ouverte a permis d'identifier et d'appréhender 7 suspects lors d'une descente des forces de l'ordre dans le quartier de Balata. Selon les jeunes et les familles présentes devant le tribunal, l'intervention des policiers a été d'une violence plus que nécessaire. Ils sont venus faire des perquisitions à Balata, ils n'ont pas cherché à comprendre qui est qui a été là-bas. C'est des petits jeunes qui donnaient, ils sont rentrés dans la maison. Ils sont rentrés comme des sauvages, comme si sont, les gars sont des gros criminels, ils allaient les tuer, ils avaient des grosses armes dans leur maison. Ils m'ont roué 2 coups et voilà quoi. Parce que je filmais lorsqu'ils arrêtaient un copain à moi. En fait, ils ont menotté le gars, ils ont commencé à le frapper. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon portable et là j'ai pris une calotte, balayette. Regardez, on a foutu des coups. C'est inadmissible. Lui là, lui avec le t-shirt là, lui là, eux là. Lui là, eux tous. Le quartier de Balata, souvent associé à des actes de violence, les habitants dénoncent des arrestations violentes et injustes en plus d'un manque de preuves. On n'a pas de preuves que ce sont les jeunes de Balata, il n'y a rien qui dit que ce sont les jeunes de Balata. Ils ont attaqué les petits sont défendus. On s'est tous retrouvés à l'hôpital. T'as vu tout le monde s'est retrouvé à l'hôpital? On s'est tous retrouvés à l'hôpital. Ils parlent beaucoup. Les jeunes de Balata à l'hôpital. C'est soit qu'ils libèrent les gars, soit une émeute générale. Les 5 agresseurs présumés seront jugés en comparution immédiate au tribunal de grande instance ce vendredi. Par an, près de 500 € de repas partent directement dans les poubelles des foyers guyanais, soit 20 kg de déchets alimentaires par personne. Aujourd'hui, un séminaire organisé par le Conseil général avait pour but de mobiliser institutions, collectivités et grand public autour du thème « Gaspillage alimentaire ». Donc l'objectif de ce séminaire est de mobiliser, sensibiliser la population et les différentes cibles pour bien montrer que le gaspillage alimentaire existe à chaque étape de la chaîne. Donc que ce soit auprès des ménages, les cantines scolaires, les restaurations, les grandes distributions, les commerces, les restaurateurs, les cuisines centrales, également au niveau de la production, donc dans les marchés, les agriculteurs et à la pêche. La collecte, le traitement et la gestion des déchets fait partie des compétences de la CACL, mais jusqu'à ce jour, très peu d'actions visent à réduire le gaspillage et les déchets alimentaires. La priorité serait de sensibiliser la population. Sur le gaspillage alimentaire, il faut savoir que pour l'instant, il n'y a que de l'information et la CACL participe au financement d'un programme pédagogique. Et c'est l'association Cipangui qui intervient dans les écoles pour faire, dans un premier temps, de l'information, de la sensibilisation. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'action significative sur le territoire. Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, d'autres rencontres sont organisées. Demain au marché de Rémière-Montjolier et dans celui de Macoria. Samedi, une visite à la plateforme de compostage de Matoury.
C'est un coup dur pour les éleveurs de poules pondeuses. Hier, dans l'ouest de la Guyane, un abattage de 3800 volailles a été décidé par arrêté préfectoral et réalisé sous la surveillance de la DAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guyane. En cause, la présence de salmonelle. Les salmonelles existent en grande quantité dans l'environnement, mais les salmonelles réglementées, ce sont des salmonelles dangereuses pour la santé. Donc dans ce cas-là, il y avait une obligation effectivement de détruire le troupeau. Bien sûr, l'éleveur est averti puisqu'il était présent le jour de l'abattage. Les salmonelles sont des bactéries qui se retrouvent dans le tube digestif des animaux. Elles peuvent provoquer des intoxications alimentaires chez l'homme. Dans la majorité des cas, si on a des symptômes, en général, ils sont bénins. C'est-à-dire qu'on peut avoir une diarrhée, des vomissements, une petite fièvre et en général, ça guérit spontanément en 3 à 5 jours. Dans certains cas, on peut avoir chez les personnes plus sensibles, chez les enfants ou chez les personnes âgées, des salmonelles qui vont déclencher des symptômes plus compliqués, où on peut avoir une hospitalisation, une obligation de traitement avec antibiotiques et on peut même avoir des cas de décès enregistrés. Pour éviter un risque sanitaire, des mesures ont été mises en place avec la destruction des poules et des œufs, ainsi que l'assainissement des exploitations. Ces analyses régulières de contrôle de présence de salmonelle sont obligatoires pour tous les éleveurs détenant un élevage de plus de 250 poules pondeuses ou commercialisant leurs œufs. Mais pour éviter tout risque d'intoxication, il est nécessaire de suivre plusieurs recommandations. Que les œufs soient marqués, donc déjà ça permet de savoir que le producteur est enregistré et déclaré chez nous. Ensuite, le moyen de ne pas s'intoxiquer, je dirais, c'est de consommer des produits qui sont suffisamment cuits. Donc éviter de consommer des œufs crus ou de la viande crue. Et si vous voulez consommer par exemple des œufs crus, avoir des manipulations qui évitent de se recontaminer. Ce cas de contamination est le deuxième en Guyane après la gestion d'un foyer en 2008 qui avait concerné 2000 poules pondeuses. 27 élèves des filières commerce et vente du lycée Anne-Marie Javoué de Cayenne ont effectué un stage professionnel de 2 semaines au Portugal et en Angleterre grâce au projet Comdom, commerce pour les établissements d'outre-mer, porté par le centre de formation Icofort. Et lorsqu'Icofort est venu vers nous avec ce projet, cela nous a paru évident que nos élèves devaient avoir la possibilité de bénéficier d'un tel projet qui allait leur permettre d'avoir une ouverture culturelle, linguistique, mais également une culture professionnelle différente de la leur. Qu'on fera le bilan, certainement on va pouvoir retracer les points positifs et les points négatifs de cette expérience pour pouvoir la réitérer au mieux et permettre à d'autres élèves de participer à ce type de mobilité. C'est la tête pleine de souvenirs que les lycéens sont rentrés de leur voyage tout en ayant renforcé leur maîtrise d'une langue étrangère. Mon stage s'était bien passé, j'étais dans le magasin de téléphonique. C'était super pour moi. C'était la première fois que je faisais un stage dans ce magasin comme téléphonique parce que tout mon stage c'était de chaussures et vêtements. Pour moi c'était super. Pour Myrlande, ce voyage était l'occasion de gagner en autonomie et en maturité, développer son ouverture d'esprit et sa capacité d'adaptation, tout en appréhendant une réalité différente de celle de son pays. Oui, justement, ça a complètement changé mon état d'esprit. Le fait d'avoir voyagé au Portugal, ça me donne vraiment envie de bouger, d'aller voir d'autres pays. Effectuer un stage à l'étranger constitue un enrichissement personnel et professionnel. Des rencontres, des expériences de travail, des échanges interculturels sont d'autant d'atouts pour attester de son dynamisme et de sa curiosité, nous expliquent les professeurs. Les tuteurs et les tutrices ont été ravis d'avoir en fait ces étudiants-là. Ils leur ont même proposé de revenir, donc ce qui est déjà un bonus pour eux. Et puis c'est une clé, déjà une première clé pour ces étudiants pour pouvoir réeffectuer peut-être leur stage ou même partir après leur bac en tant que volontaire. Ça leur a permis effectivement d'être complètement immergés culturellement, donc ils ont profité également d'un bain linguistique. Ils ont eu des cours, donc la première semaine, le matin, et ensuite ils ont pu intégrer des commerces pour avoir une réelle expérience en entreprise. La très grande majorité des étudiants ayant effectué un stage à l'étranger souhaitent recommencer. Néanmoins, un stage à l'étranger n'est pas facile et demande une préparation avant d'engager la prospection. Nous sommes exactement porteurs de projet, accompagnateurs, accompagnants et on s'occupe aussi de toute la partie administrative, suivi, budget et organisation de l'ensemble des mobilités. Le centre de formation Icofort a obtenu auprès de l'agence Europe Éducation Formation France un financement à hauteur de 70% à destination du personnel d'encadrement des lycées afin d'anticiper la mobilité des jeunes en formation ou à la recherche d'un emploi.
Avec l'arrivée de la période des fêtes, la préfecture a jugé important de réglementer l'utilisation des pétards et des feux d'artifice. Un arrêté préfectoral applicable sur l'ensemble du territoire du 1er décembre au 20 février 2015 fixe les normes à suivre pour le commerce et l'utilisation de ces explosifs. Loin d'être un inoffensif amusement, ils peuvent représenter des risques importants pour leurs utilisateurs, des brûlures ou des traumatismes sonores. Pour la sécurité des enfants, la sécurité des gens autour, je pense que ce serait beaucoup mieux qu'il y ait un truc réglementé. Là, on est en plein mois de novembre où j'habite, il y a des pétards. Alors je me suis même posé la question de savoir est-ce qu'on était au mois de décembre, parce que je ne comprenais pas. Et je me dis, mais les parents n'ont pas conscience du danger qu'ils font courir à leurs enfants en achetant ce genre de choses. La loi classe les pétards en 4 catégories, de K1 à K4. Seuls des professionnels sont autorisés à utiliser ceux appartenant à la catégorie 4. En France, chaque produit doit obligatoirement porter la mention de son classement de façon à faciliter l'identification de sa catégorie par les consommateurs. Toute infraction constatée fera objet d'un procès verbal, pourront être suivies de lourdes sanctions administratives. Donc je pense que la réglementation aujourd'hui est peut-être trop sévère. Il faut savoir l'adapter. Aujourd'hui, il y a des pétards qui sortent du Suriname qui sont très dangereux pour les enfants. Ceux-là, il faut les interdire. J'étais au Suriname et à Albina dernièrement et j'ai vu des gens qui achetaient pas mal de pétards. Il faudra vraiment, déjà au niveau d'Irakubo, faire le tri. Et sur Cayenne aussi. Il y a des quartiers qui sont ciblés pour ça, faire le tri. Des contrôles douaniers et policiers seront réalisés régulièrement dans le littoral et sur les frontières afin de lutter contre l'importation illégale de pétards et feux d'artifice. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos deux invités. Je rappelle Dr Roger Pradino et notre deuxième invité. On parlera littérature et société avec Catherine Lepelletier qui est avec nous également pour nous parler notamment de ce rendez-vous qui aura lieu demain soir au Royal Amazonia à 19h, ce voyage à travers l'histoire et la littérature de Guyane. Donc restez avec nous. Dr Roger Pradino, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai presque envie de vous dire bienvenue chez vous en Guyane. Oui. C'est pas votre deuxième pays, maintenant c'est votre premier pays? Ah oui, certainement. D'accord. Je ne suis pas un Guyanais d'adoption, je suis un Guyanais d'intégration. D'accord, très bien. Mes vies à Jean Martial. Vendredi soir à 19h à l'espace Otenu, vous allez raconter un petit peu, j'ai presque envie de dire, vos deux vies à Jean Martial. Vous n'avez pas eu qu'une seule vie, mais deux vies. Racontez-nous. Voilà. Alors d'abord, c'est une initiative du Conseil général. Tout à fait. Que je félicite parce que profiter de mon passage en Guyane pour fêter mes 50 ans d'arrivée en Guyane, puisque je suis arrivé ici le 14 juin 1964. J'étais médecin aspirant détaché à l'aide culturelle et technique et je n'avais que 28 ans. Et alors donc c'était mon premier séjour en Guyane, donc j'ai habité Jean Martial. Voilà, vous avez travaillé, mais vous avez habité aussi. J'ai habité Jean Martial, je n'ai pas travaillé à Jean Martial. Il y avait certainement de la psychiatrie et pas grand-chose d'autre. Mais Jean Martial était mon lieu d'hébergement. Exact. Et c'est à partir de là que je rayonnais sur l'ensemble de la Guyane, dans la mesure où j'étais médecin des différents secteurs extérieurs de Cayenne, mais aussi, donc, médecin secteur de Cayenne. Mais aussi Saint-Laurent. C'était d'Aramat, et surtout Saint-Georges-de-l'Oyapock une semaine, Regina une semaine, et ensuite la région de l'Ouest. Et pour aller là-bas, sur le Saint-Georges et Regina, il y avait un dragon de Havilland de 1936, un biplan en toile, et c'était une belle aventure. Alors Jean Martial, lieu de résidence, vous le disiez vous-même, quel souvenir vous avez de ce lieu-là? On parle de reconstruction en ce moment, on va vous poser 2-3 questions là-dessus. Si vous faites justement les 50 ans en arrière, qu'est-ce qui vous frappe la première fois que vous arrivez à Jean Martial? Eh bien, c'était d'abord la beauté du bâtiment, qui n'était pas trop abîmé, et puis la grandeur des pièces, etc. On avait un logement très agréable. C'est un logement d'ailleurs que j'ai habité de
juin 64 jusqu'à mai 65. Et ensuite, c'est le docteur Lama avec sa famille qui a habité là-haut. C'est le bâtiment qui est sur la droite. Et sur le fond de Jean Martial, il y avait la psychiatrie. Mais autrement, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Les bâtiments étaient un petit peu à l'abandon déjà. Et la chirurgie avait tout déménagé, alors que l'hôpital de Saint-Denis a été construit aux années habitées à partir de 1963. Alors, depuis que vous étiez justement à Jean Martial, on parlait déjà de reconstruction, qui n'a jamais vu le jour lorsque vous y étiez, vous. Votre avis, là, justement, sur tout ça, vous qui attendiez que les choses avancent, que les choses évoluent? Mais écoutez, dans Cayenne et à Saint-Laurent et ailleurs, je vois des réalisations assez extraordinaires. Et on a inauguré le musée à Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple. Et puis quand je vois toutes les reconstructions qui ont été faites ici, engagées, je suis vraiment très très heureux parce que ça méritait vraiment de ne pas être laissé à l'abandon, comme on l'a vu dans ma deuxième partie, ma deuxième vie à Jean Martial. On va en parler, une question de Vanessa. Et justement, que pensez-vous de ce projet de réhabilitation, enfin du musée? C'est à mon avis, c'est la meilleure chose. D'abord, ce devoir de mémoire, essayer de... En plus, le nom qui a été donné, Joseph Oteniou, que j'ai bien connu. Et ça a été une très bonne décision parce que vraiment, c'était dommage de laisser partir vraiment en ruine. D'autre part, il ne faut pas oublier que le service de dermatologie qui était au rez-de-chaussée, quand on l'a abandonné en 1992, a été largement squatté. J'avoue que ça fait un petit peu mal au cœur de voir comment il a fallu le murer tout autour. Mais c'était un très beau bâtiment et en faire un lieu culturel, c'est beaucoup mieux que d'en faire un lieu commercial. Oui, alors il était question effectivement d'un hôtel casino, n'en déplaise aux fêtards et aux joueurs, ça sera un lieu culturel qui apparemment fait aujourd'hui l'unanimité. Votre deuxième vie, c'est laquelle? Alors la deuxième vie, ensuite donc après mai 65, je suis parti à Saint-Laurent jusqu'à octobre, où j'étais pendant cette période tout seul comme médecin pour Saint-Laurent, Mana, Awara et même Vous la dites Caronie. bien Awara, qui est devenu Awala. C'était Awara et Léat. C'est ça. C'est devenu Awala et Yanimapo. Et surtout la léproserie de la Caronie. J'avais quand même 72 malades là-bas. Et j'étais tout seul pendant toute une période à Saint-Laurent. Mais ça a été très intéressant parce que j'ai connu beaucoup de gens très sympathiques. Et puis on a fait un travail magnifique, y compris de la chirurgie, qui n'était pas du tout ma spécialité. Au début, vous étiez seul, ensuite il y a eu des internes. Mais maintenant, il y a 60 médecins dans l'hôpital et il y a 16 médecins installés en ville. C'est quand même une très grande cité. Vanessa? Oui, donc vous allez le dire oralement, raconter votre vie, mais est-ce que vous allez l'écrire? Alors j'écris très mal, je parle beaucoup, mais je pense l'écrire. Alors puisque je l'ai déjà dit au moment où j'ai pris ma retraite fin 2012, j'ai en tête et dans le cœur surtout un livre qui s'intitulera certainement « Guyane, mon amour, de la lèpre au sida ». Et ça, c'est pour illustrer un petit peu des maladies spectrales qui ont quand même marqué beaucoup de notre carrière et qui ont marqué la Guyane. Exact. Alors justement, dans la soirée de vendredi, vous allez parler des gens qui ont travaillé avec vous à Jean Martial. Je rappelle, vendredi 19h à l'espace Oteniou. Quelques noms comme ça, des gens qui ont travaillé avec vous. C'est ça le plus important parce que les murs, tout le monde peut les voir. L'histoire, on la voit dans les livres, mais connaître les gens qui ont ça sera travaillé ma dernière avec moi, question. Les gens qui ont subi même de travailler avec moi, c'était pas toujours très gai pour eux. Et ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à témoigner. Et puis, ils ont vécu surtout une aventure constructive, puisque d'un hôpital où il y avait rien, on en a fait un service universitaire avec des internes, chefs de clinique. Et mon successeur, Pierre Coupier, est quand même devenu professeur d'université et praticien hospitalier, comme Mathieu Naché, qui dirige maintenant le Corévi. Donc, ces gens-là ont donné de l'âme. Et je pense que j'ai un petit film aussi que j'avais réalisé en 65 sur les vestiges du bagne. Je parle toujours des lieux et des hommes. Et les hommes, c'est ce qu'il y a de plus important. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Vernet, je serais ravi que toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, je répète, qui m'ont même subi, viennent vendredi soir à 19h30 à l'espace Oteniou
Et je crois que c'est vraiment, ça sera une petite fête. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont venir, vous allez peut-être même pas vous rappeler que ces gens-là ont travaillé peut-être 6 mois avec quand vous. même, vous avez une bonne mémoire, je on le sais. en aura laissé la liste et je suis certain que Marie-Claude Verdun, dite Poupoune, sera là. Va faire le rassemblement. Très bien. Vendredi 19h, mais vie à Jean Martial avec toutes les personnes qui ont travaillé en compagnie du docteur Pradino. Je vous rappelle, 19h, l'espace Oteniu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à vendredi. Mes compliments. Allez, Dom la Quézotte, c'est tous les soirs à 20h et Dominique Nugent est allé faire un petit tour à la région Guyane. Il était question de jeunesse guyanaise. Extrait. Madame Okoyoun, bonjour. Bonjour monsieur, Madame Okoyoun patient. Oui. Akmontofika. Bon bien, tout bonnement. Bon d'accord. Alors, mission locale, ça fait combien d'années déjà? Oh, 14 ans. Et puis j'ai toujours eu envie de porter l'uniforme parce que ça avait un peu de charme. Et maintenant, je suis secrétaire au recrutement du RSMA de Cayenne. J'ai décidé de m'inscrire en février de cette année. Et au bout d'un mois, j'ai trouvé un travail. Oui, ça a été très positif puisque maintenant je travaille à la Poste en tant que factrice, en emploi d'avenir et peut-être bientôt en CDI. J'ai pu payer mon école. C'était très rapide aussi. Donc ça veut dire que les gens à la mission locale, ils sont efficaces. Ils sont efficaces avec les jeunes qui en demandent et qui sont vraiment motivés, voilà. Pour le Dom la Quézotte de ce soir avec Dominique Nugent, j'en profite pour vous donner le rendez-vous de demain avec tous les problèmes de squat qu'il y a en Guyane entre un propriétaire qui veut récupérer ses terrains et les squatteurs qui cherchent des endroits où habiter. Tout un problème. Il y aura du monde sur le plateau du débat de demain, édition spéciale avec Raymond Abché lui-même qui sera sur le plateau. Il y aura également Xavier Luquet, aussi l'association de ceux qui défendent, ceux qui sont dans la zone Terca, la mairie de Matoury aussi. Donc ne ratez pas le rendez-vous, c'est à 19h. Demain, le grand débat sur les squats en Guyane. Vanessa, apparemment, il y a des selfies qui sont dangereux. On en parle tout de suite. Vous qui faites des selfies tous les soirs, dites-nous. Alors, les selfies, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous avez ni télévision, ni portable, ni Internet, ni aucune forme de technologie ou même de vie sociale, en gros, si vous habitez seul dans une grotte, donc vous ne savez pas ce que c'est un selfie, car c'est le phénomène à la mode et qui existe maintenant, enfin, il y a plusieurs variantes depuis sa création. Donc, le principe est simple, se prendre en photo avec son téléphone portable. Donc, en gros, un autoportrait. Donc, si certains sont très réussis, d'autres s'avèrent de mauvais goût, voire très dangereux. Et certains sont même prêts à risquer leur vie, donc à se mettre en danger pour réaliser des selfies d'anthologie. Donc, dans la catégorie « Je risque ma vie » pour une photo. 3 jeunes Chinois se sont pris en photo sur un gratte-ciel qui fait 346 mètres de haut. Et ils se sont même filmés en train de manger des bananes et ont publié la vidéo sur YouTube. Celle-ci, c'est un jeune qui s'est pris en photo, en selfie, devant un quai. Et donc, pour le rappeler à l'ordre, le conducteur du train lui a donné un coup de pied au passage. Celui-ci, il ne s'est pas mis en danger, mais il était tellement content d'avoir marqué un but qu'il s'est pris en photo pendant le match avec son coéquipier et l'arbitre n'a pas du tout apprécié, carton jaune. D'accord. Ensuite, dans la catégorie mauvais goût, j'agis, ensuite je réfléchis, mais il est trop tard. Cette demoiselle a volé tout simplement une robe dans un magasin et s'est prise en photo juste après. Donc, l'a postée sur les réseaux sociaux et bien sûr s'est fait arrêter. Ensuite, toujours de mauvais goût, se prendre en photo avec en arrière-plan des sans-abri. Ouais, ça c'était très à la mode. Un moment. Et enfin, la dernière, et je pense c'est la pire. Donc, cette jeune femme s'est prise en photo alors que des policiers essayaient de sauver un homme qui voulait se jeter du pont de Brooklyn. Donc, elle a quand même fait la une d'un quotidien aux États-Unis. Ensuite, donc, difficile d'échapper à cette mode. Et vous le voyez, au Bangladesh, ils ont réalisé le plus grand selfie du monde, 1151 personnes sur ce
cette photo. Donc sur cette photo, il y a combien? 1151 personnes. Je n'ai pas compté. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez compté pour Non, donner ce je chiffre? n'ai pas compté, mais en général, apparemment... quand on donne un chiffre à la télévision, il faut compter. Alors normalement, le record sera homologué. Donc enfin, si vous voulez réussir un selfie sans prendre de risque, voici quelques conseils en vidéo. Alors faites très attention à l'arrière-plan, évitez de prendre vos toilettes en photo parce que c'est pas très classe. Par exemple, prenez-vous en photo sur un banc, dans votre chambre, devant le paysage, mais pas devant des toilettes. Évitez de faire de trop près parce qu'en fait on est censé voir votre visage et non votre front. Évitez de faire semblant de dormir, sinon c'est plus un selfie parce que les gens vont croire que c'est quelqu'un d'autre qui vous a pris, mais comme c'est pas quelqu'un d'autre et que vous dormez pas, ça va se voir et ils vont pas le croire. J'espère que vous avez compris, même si c'était dur. Et dernière astuce, faites gaffe avec le flash. Enfin, évitez de fermer les... Voilà, c'est très simple au final, un selfie, donc on évite de se prendre du haut d'un bâtiment, risquer sa vie. Bon. Il y a quelqu'un qui voulait prendre un selfie près d'un train qui passait, c'est ça, non? Oui, voilà, c'est le jeune homme qui s'est pris un coup de pied du conducteur pour le rappeler. Alors. C'est lui qui s'est pris un coup de pied. Merci Vanessa pour cette chronique. Allez, notre deuxième invité vous donne rendez-vous demain soir à 19h au Royal Amazonia pour un voyage à travers l'histoire et la littérature de Guyane. Catherine Lepelletier, bonsoir. Bonsoir Gilles. Auteur notamment de, justement, entre autres, ce soir, Littérature et Société la Guyane. Vous avez mené une étude portant sur l'histoire de la littérature guyanaise. Il fallait y penser. Cela nous permet de prendre du recul et de comprendre qu'est-ce que vous avez compris, qu'il y a peut-être un point commun entre les auteurs. Quand vous avez fait ce travail, qu'est-ce qu'il en ressort, Catherine Lepelletier? Beaucoup de choses. J'imagine. Beaucoup de choses parce que le travail est vaste. Le point commun peut-être de ces auteurs est une Guyane. Alors de quelle Guyane s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une Guyane mythifiée? On parle de mythe. Est-ce qu'il s'agit d'une Guyane réelle? Est-ce qu'il s'agit d'une Guyane étrangère? Ou au contraire, est-ce qu'il s'agit de Guyanais qui parlent de la Guyane? C'est exactement de cela dont il est question. C'est de tout cela dont nous allons débattre demain. Est-ce qu'il y a une littérature de Guyane, une littérature guyanaise? Est-ce qu'il y a des auteurs de Guyane ou alors des auteurs guyanais? C'est quoi cette littérature? De quoi parlons-nous? Alors, qu'est-ce qui revient souvent dans notre littérature? L'esclavage, la colonisation, le bagne? Tout dépend des périodes. Tout dépend des périodes. On peut considérer que les premières traces scripturales qui nous intéressent, ce sont celles des premiers habitants. Ce sont celles des roches gravées, celles des pétroglyphes qui nous donnent quelques indications sur les croyances, sur les modes de vie des nations amérindiennes. Ensuite, évidemment, la littérature telle qu'on la connaît aujourd'hui, de façon écrite, avec un alphabet tel qu'on le connaît encore, est intervenue. Mais voici les premières traces de la littérature, celles des roches gravées, des pétroglyphes. Bien sûr, ensuite, il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavage. Donc, cela dépend à chaque fois de la période, effectivement. De la période. Vanessa. Et quels sont les traits distinctifs de la littérature guyanaise? Alors, il y a plusieurs, suivant la période, effectivement, il y a plusieurs traits distinctifs. Je viens de vous parler des Amérindiens et de leurs croyances et de leur mode de vie qu'ils ont voulu stigmatiser sur les roches gravées. Un peu plus tard, les premiers colons, par exemple, de quoi parlaient-ils? Ils faisaient un travail d'ethnographe, tout simplement, un travail qui leur permettait de noter tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils rencontraient, en fonction de leurs propres repères. De leurs propres repères. Ensuite, bien plus tard, il a fallu attendre que les Guyanais puissent parler pour eux-mêmes. Alors c'est quoi la date? Parce que justement, c'était avant que nos auteurs écrivent eux-mêmes sur leur histoire, sur leur culture. Ce sont les Européens qui ont laissé des traces. Cela a forcément une influence. Les Guyanais commencent à écrire en quelle année? Les premiers, alors tout dépend également, je veux dire, le facteur identitaire est lié à la littérature. Et c'est bien toute la complexité de l'étude littéraire. Qui est guyanais? Considérez-vous qu'un auteur dont on ne sait pas grand-chose aujourd'hui, sinon son pseudonyme qui s'appelle Alfred Parépou et qui a écrit Atipa en 1885. Premier roman créole. Premier roman créole. Considérez-vous que cet auteur est un auteur guyanais? Je ne saurais répondre. À cette époque-là, les Noirs ne savaient pas encore écrire. Et pourtant, Parépou livre dans son ouvrage, composé en 12 chapitres, une vision très critique de la société politique de Guyane d'alors. Une vision très profonde de la Guyane, avec tous ses aspects linguistiques, économiques.
On a également là des renseignements précieux sur la pratique de l'orpaillage. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Paré-Pou est un auteur guyanais, alors qu'on sait pertinemment que il se rangeait du côté des colons à cette époque-là. Et pourtant, voilà le travail qu'il a fait, et voilà le travail que tout le monde s'approprie aujourd'hui à Tipa. On est d'accord. 2 mots sur Pierre Mettereau. Alors Pierre Mettereau. Ah, Mettereau. Oui, voilà. Pierre Mettereau est. Que vous considérez comme pionnier de l'histoire guyanaise. Effectivement, parce que Pierre Mettereau a écrit, il a publié également dans l'almanach de Guyane dès 1820, à la demande du gouverneur Lossa, une sorte de mémoire qui devait reprendre différents aspects de la Guyane. En fait, il présentait la Guyane de façon globale pour son gouverneur. Pierre Mettereau était un habitant. Dans ce travail, il parle beaucoup, par exemple, de la Guyane portugaise, 1809 à 1817. Lui n'a pas compris pourquoi la Guyane a été tout simplement cédée aux Portugais sans que les forces françaises ne se battent. Il a présenté un travail de recherche qui, aujourd'hui, est précieux pour ce qu'il apporte comme renseignement de la Guyane d'alors. D'accord, Vanessa. Alors, pourquoi cet ouvrage? Pourquoi maintenant? Quel a été le déclic? Mais, en fait, cet ouvrage est la publication d'une adaptation, en fait, de ma thèse de doctorat que j'ai passée il y a plusieurs années. Et l'éditeur, Ibis Rouge, a choisi de divulguer cette thèse. Donc, elle a été un peu remaniée, évidemment, pour la présenter au plus grand public. Voilà. Alors en fait, tout ça, c'est l'histoire de la littérature guyanaise en parallèle avec la littérature francophone et caribéenne. Oui, la littérature guyano-guyanaise, oui, on verra d'abord si elle existe vraiment et si elle existe, quelle est-elle, cette littérature-là. Parallèlement, il y a bien évidemment la littérature caribéenne, la littérature francophone caribéenne, mais là aussi c'est un vaste sujet qui mériterait un travail un travail différent. D'accord. Alors on rappelle, demain soir, 19h, Royal Amazonia, un voyage à travers l'histoire de la littérature de Guyane. C'est un débat, tout le monde peut participer, comment ça va se passer? Tout le monde peut participer, il s'agit vraiment d'offrir au plus grand nombre un petit voyage à travers cette littérature, à l'initiative de Promo Livre, l'association que vraiment je remercie, et qui fait un travail formidable en Guyane en matière de promotion d'ouvrages, de livres, de connaissance de la littérature. Tout le monde peut donc venir demain soir pour rencontrer, entendre parler d'auteurs qu'on ne connaît peut-être pas encore ou alors sous d'autres aspects. On est d'accord, et on y sera. Littérature et société, la Guyane, le livre est déjà disponible? Oui, il est disponible. Partout? Je crois, oui. D'accord, très bien. Merci Catherine Lepelletier d'avoir participé à notre émission. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Demain, Vanessa, vous ne serez pas là. Repos? Oui. Tranquillement, vous ferez votre chronique, vous préparez votre chronique pour vendredi, parce que demain, édition spéciale autour des squats en Guyane. Vous pourrez participer en direct via le net ou même par téléphone. Vous pourrez poser des questions dans l'édition spéciale de demain. Sans plus tarder, le journal de BFM. Passez une excellente soirée. À demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.